Vous suivez toujours votre émission Le Grand Soir. Nous abordons maintenant la dernière manche de cette émission Tribune politique et nous restons collés à l'actualité. Nous l'avons évoqué avec notre consultant politique. Nous y reviendrons encore maintenant avec nos collègues. François-Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romuald Louis, bonsoir chers amis téléspectateurs. Théodule Moussa, bonsoir. Oui, bonsoir Romuald, bonsoir chers amis téléspectateurs. Très bien, vous avez eu le temps de constater hier que, bien avant hier, c'était bien annoncé, cette rencontre au palais de la Marina avec, entre le président de la République, Patrice Talon, et l'ancien président Thomas Boniaï, bien évidemment accompagné donc de la mission de la délégation de la CEDEAO. Mais nous avons constaté hier que l'ancien président Boniaï n'était pas au palais de la République. Qu'est-ce que cela suscite en vous comme analyse? Non, factuellement, ce qu'on peut dire de façon minimale, c'est que le président Yahi s'est dérobé à ce rendez-vous qui était annoncé. Il n'était pas annoncé formellement de tête à tête, mais on savait qu'il y avait une délégation de la CEDEAO, d'ailleurs qui a pris part le Niger, parce que la présidence du Niger a communiqué là-dessus. Il y avait les images avec l'ex-président nigérian, le général Abdul Salami, et d'autres, et quelques autres personnalités de la sous-région qui avaient forcément une feuille de route. Donc au dernier moment, je pense que le président l'ex-président de la République avait son agenda propre. Factuellement, c'est ce qu'on peut constater. Donc il s'est dérobé à ce rendez-vous institutionnel dont on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. On sait que le reste de la délégation a rencontré le chef de l'État, qui a eu des échanges pendant au moins 1 heure, et de suite la délégation est allée rendre compte au président Issifou. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant sur on va dire cette dérobade, c'est que c'est un peu déroutant, déconcertant, mais pas forcément étonnant, parce que si on a un peu de recul sur la crise électorale, ce qu'on a vécu, le post-électoral, pardon, ce qu'on a vécu, c'est de fait le président Yahi Boni avait toujours eu son agenda, et même parfois en dehors de l'agenda des FCBE, d'autres partis politiques, avait sa feuille de route qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Ce qu'on sait au moins, c'est que il a une grande part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé. Donc avec la sortie du chef de l'État devant France 24 et RFI, on se disait... On voulait parler de l'entretien que le président Patrice Talon a eu. On s'est dit, avec le dialogue national, on s'est dit que voilà, en tout cas le président Patrice Talon s'est montré disponible pour qu'on clôt cette séquence une bonne fois pour toutes. Mais en définitive, comme je vais peut-être me répéter, je pense que visiblement le président Yahi Boni a son agenda, et on verra bien jusqu'où ça va le mener. Très bien. Est-ce que vous avez la même appréhension, Théodule Moussa? Est-ce que l'agenda de l'ancien président Boni Yahi était bien différent de celui de la délégation de la CEDEAO? Oui, au regard de tout ce qui s'est passé hier, c'est ce qu'on peut retenir, que le président Boni Yahi avait bel et bien son programme, son agenda bien tracé. Peut-être qu'il n'a pas à communiquer au reste de la délégation, sinon tout était fin prêt, c'est-à-dire préparé pour l'accueillir. Et c'est depuis le Niger, puisqu'ils ont cet arrêt qu'ils ont marqué au Niger, ils ont échangé avec le président et les autorités de l'autre côté. C'est certainement dans la droite ligne de ce qui est fait depuis quelque temps, parce que la crise a vraiment évolué, nous a conduit là où ça nous a conduit aujourd'hui. Il y a eu un dialogue politique pour ramener la paix dans la maison, pour un dialogue politique auquel tout le monde, même les partis, c'est-à-dire FCBE, les éléments du président Boni Yahi ont participé à ce dialogue de bout en bout jusqu'à la fin. Il y a eu des résolutions et tout ce qui s'en est suivi, on a vu. Et que aujourd'hui, avec l'implication du chef de l'État en accélérant les choses, et qu'aujourd'hui qu'on annonce que le président Boni Yahi doit arriver avec une délégation de la CEDEAO, et que cette délégation
pris par le Niger. Certainement, il y a eu des conciliabules, il y a eu des réunions, en tout cas des échanges par rapport à ce qui va se passer à Cotonou, et qu'arrivé à Cotonou, qu'on assiste, que le président Boni Yayi ne s'est pas rendu à la présidence pour rencontrer le président de la République. Ça pose beaucoup de questions, ça amène à beaucoup d'interrogations, c'est-à-dire à quoi cela rime, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que le président Boni Yayi veut insinuer. Bon, puisqu'après, on a vu, au moment où la délégation était à la présidence, le président Boni Yayi était dans la ville en train d'exécuter son programme qu'il s'est bien tracé. Je crois que les éléments de son parti, en tout cas ces éléments avaient même publié un programme sur les réseaux sociaux, un programme qui devait l'amener à rester au pays jusqu'à aujourd'hui, mais malheureusement c'est cela. Et puis le président vous a dit, c'est à croire que bon, c'est une main tendue qui vient d'être rejetée, et à quoi nous allons assister les jours à venir, c'est là la grande question, mais il va falloir vraiment que la paix revienne dans le pays. Il y a tout de même Nourenou Achadé qui est très connu et qui est connu qu'il est tout de même proche de l'ancien président, estime que sa présence au palais de la République ne faisait pas partie de son agenda. Oui, bon, disons que qu'est-ce qu'on... Il faut déjà dire que le président Yayi Boni n'est pas une surprise près. Donc, pour moi, en fait, vous vous attendiez à ça, toute la journée. En fait, rien ne me surprend dans ce qui s'est passé. Évidemment que le président encore une fois, moi j'ai pour référence tout ce qui s'est passé après les élections, avant et pendant les élections. Donc, je pense que ce qui s'est passé hier n'est que dans la droite ligne de ce à quoi le président Yayi Boni nous a habitués. Je pense quand même il y a une certaine comment je vais dire, une certaine focalisation sur ça. Mais là, c'est quand même plus sérieux, parce que là, on est en train de parler d'une délégation de la CEDEAO, donc il faut... Non, je pense que avec ou sans le président Yayi Boni, la délégation de la CEDEAO a sa feuille de route. Le président Abdou Sami Aboubakar est quand même a une statue d'homme d'État. C'est quelqu'un de très sérieux qui a très bonne presse. Il y a le président de la commission de la CEDEAO n'est pas ivoirien. Ils sont pas là pour faire ils n'étaient pas là pour faire du tourisme. Ils avaient une feuille de route. Je pense qu'ils ont décliné chaque point de la feuille de route. Ils sont en ce moment. Je pense que il y a quelques heures, ils étaient au Niger pour faire le compte rendu au président Issifou. Donc d'ici quelques jours, on en saura un peu plus sur le contenu des échanges entre le chef de l'État et sa délégation. Maintenant, pour moi, que le président Yayi Boni ça aurait été bienvenu. Je pense que de toute façon, le président de la République a ouvert la porte, et une bonne fois pour toutes, et on ne va pas assister encore une fois à une forme de marchandage politique, de scénarisation un peu, hein, de sa propre personne avant tout, parce que sans vouloir être incisif ou s'acharner, là on a quand même une scénarisation de la personne propre de l'ex-président de la République. Je pense que au-delà de tout, c'est de Yayi Boni seul dont il a s'agi hier. Oui, on a vu des images de bain de foule. Bon, l'homme aime bien cela. On a vu une visite à la progéniture d'une victime de la crise post-électorale. Là, j'ai envie de répondre que on ne peut pas déplorer cela, mais c'est que le président Yayi Boni n'a certainement pas le monopole du cœur. Ça, c'est pour reprendre une expression connue. Le président Yayi Boni n'a pas le monopole du cœur. Il n'est pas plus humaniste que les autres. Mais voilà, il a choisi d'aller dans cette direction, d'aller toujours dans cette forme de ce que moi je déploie personnellement, dans cette forme de marchandisation, hein, ou de marchandage plutôt,
de ses envies personnelles, parce que là, quand même, on est dans une séquence politique qui clôt le débat de la crise post-électorale, et il est vain de vouloir remettre ça encore sur le tapis. Je ne sais pas les engagements qui ont été pris au niveau de la CEDEAO, mais ça m'étonnerait que le président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement soient encore engagés dans de nouvelles négociations, parce qu'il y a eu voilà, tout et son contraire aujourd'hui dans la presse. On parle de une exigence de la CEDEAO à rencontrer l'opposition, ainsi de suite. Je pense que, pour être réaliste, toute cette séquence est derrière nous. On est dans une nouvelle dynamique en ce moment, et je pense que toute la sous-région s'en rend compte. Mais encore une fois, à la lumière de ce que la CEDEAO publiera comme rapport, on en saura un peu plus. Mais pour le reste, je pense qu'on est dans une forme de théâtralisation de la politique dans notre pays. Et bon, que le président de la République, l'ex-président de la République, a une certaine stature, on ne peut pas lui reprocher. Il aime bien ce côté populiste, donc ça va. Que je voudrais bien poser, est-ce que sa présence aurait changé quelque chose hier? Sa présence, bien sûr, à la présidence, c'est-à-dire cette rencontre avec le président Patrice Talon, c'est-à-dire donnerait à coup sûr un nouveau visage à c'est-à-dire à l'actualité politique, parce que n'oubliez pas que tout est parti des événements, des élections des 2 mai et tout, et aujourd'hui la classe politique, vous voulez parler des législatives du 28 avril? Bien sûr, et la classe politique avait demandé c'est-à-dire qu'il y ait une rencontre, c'est-à-dire qu'on appelle tous les partis qui s'asseyent autour d'une table, réfléchir et trouver des solutions à la crise pour que le calme revienne. Effectivement, le chef de l'État a accepté, a organisé ce dialogue, et tout ce qu'il y a eu autour. Je crois que avec la participation même des éléments, des membres des forces Cori pour un Bénin émergents à ce rendez-vous, je crois que tout le monde s'attendait à voir la suite avec la loi sur l'amnistie qui a été votée, et ça c'est un gros point, ce qui veut dire que tous ceux qui étaient impliqués dans cette affaire sont vraiment amnistiés, donc il y a plus de problème, le tableau est remis à zéro, et qu'aujourd'hui qu'on annonce que le président de Boni revient au pays, sera reçu par le chef de l'État. Le président Talon l'a dit, d'ailleurs, au cours de l'entretien qu'il a eu avec nos collègues de France 24 et de RFI, qu'il serait un plaisir pour lui de recevoir le président de la République, qu'il rentre au Bécaye et qu'ensemble, qu'ils réfléchissent pour le développement du pays, et qu'il soit un point important d'écoute, et que la population est suivie ça, et que brutalement qu'on assiste à ce qu'on a. Et justement, puisque vous parlez de la population, il y avait des attentes. Il y avait des attentes, c'est ce que je disais, ça devrait, oui, la population devrait comprendre les choses autrement. Si on voyait cette image, on voyait le président de la République, Patrice Talon, avec Boni Yayi échanger, à coup sûr, ça doit apporter, c'est-à-dire une assurance au sein de la population. Ça changerait les choses, et tout ce qui se racontait sur les réseaux sociaux, sur le gouvernement, sur le président de la République, Patrice Talon, allait changer de tournure, et c'est clair. Mais malheureusement, il y avait cette attente qu'on lisait tout de même au sein de la population. Non, qu'on le veuille ou non, symboliquement, ça aurait été un geste fort qu'on voit le président de la République actuelle, Patrice Talon, serrer la main ou échanger avec le président Yayi Boni. Symboliquement, ça aurait été une image forte. Mais au-delà de ça, encore une fois, peut-être que ce n'est que partie remise, mais au-delà de ça, encore une fois, on constate juste que c'est le président Yayi Boni qui s'est dérobé à cet exercice. Mais il n'en demeure pas moins que, c'est ça, il faut le préciser, nous sommes déjà dans une autre séquence politique. Je pense que le président Yayi Boni a choisi d'aller dans cette direction. On verra d'ici là jusqu'où ça le mènera. Mais de tout ce qui est clair, c'est que... qu'il aurait été influencé.
Je pense que le président Yahya Boni a démontré jusque-là, peut-être, et fort malheureusement, pendant la crise post-électorale, qui sait quand même mettre en branle son agenda. Donc, qu'il ait été influencé ou que ce soit de son propre fait, pour moi, personnellement, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'on peut constater, c'est ce qui a été posé comme acte. Mais encore une fois, la promesse, on peut se réjouir que la promesse du chef de l'État ait été suivie des actes. Le président de la République a dit, voilà, je souhaiterais que ce serait bien que le président l'ex-président de la République revienne chez lui, prenne la place qui lui est symboliquement et institutionnellement dévolue en tant qu'ex-président de la République et apporte maintenant dans une autre configuration son apport à la marche harmonieuse de notre pays. Ça s'est fait. Je ne pense pas qu'il y a eu d'entrave à la libre circulation de l'ex-président de la République. Il n'y a pas eu personne n'a essayé de lui mettre les bâtons dans les roues. Il est chez lui, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est bien la preuve, il fait ce qu'il veut, il a fait ce qu'il a voulu hier. Donc, plutôt, moi je pense que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, pour la symbolique de l'histoire, je pense que les Béninois patienteront. Mais en attendant, le pays fonctionne. Il y a des problèmes autrement plus sérieux que ce rendez-vous, cette dérobade, ce rendez-vous manqué. Mais encore une fois, voilà, c'est un agenda personnel. Ça, je le déplore. À un moment, je pense à un moment ou à un autre, il faut savoir se dépouiller d'une partie de ces, je ne dirais pas égaux, mais d'une partie de ces exigences pour faire triompher l'intérêt général. Ça, encore une fois, ça a manqué du côté du président Yahya, qui a quand même dirigé notre pays pendant 10 ans, et ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Si on considère la période de notre première expérience démocratique du président Soklo jusqu'à aujourd'hui, 10 ans, c'est quand même conséquent dans la vie d'une nation. Il connaît par-dessus tout les exigences de la tâche, parce que je vais faire un parallèle. Je disais tout à l'heure que personne n'a le monopole du cœur. Le président Yahya Boni est allé visiter la progéniture de Dame Amoussou. Même si le président de la République même si le président de la République, Patrice Talon, décidait l'avait fait, oui. Et ça n'empêcherait pas qu'on dise, on parle de récupération politique, qu'on parle de ci. Donc je pense que la tâche est beaucoup plus aisée pour l'un et plus compliqué pour l'autre. Ça ne veut pas dire que du côté du gouvernement ou de l'actuelle administration, on n'a pas de cœur. Non, je pense que c'est un peu facile. C'est une sorte de théâtralisation du malheur d'une famille. Et si on devait rouvrir les plaies qui ont émaillé les 10 ans de la présidence Yahya Boni, il y aurait beaucoup de choses à dire, et il y a tous ceux qui brandissent ces images pour accoler cela à la statue de l'homme reverraient très succinctement leur appréciation. Et puis on devrait, pour ceux qui connaissent bien l'ex-président Boni Yahya, on devrait s'attendre à cela, parce que quand même il devrait aller voir le président, c'est-à-dire il doit aller. Le président Boni Yahya aime les bains de foule, le populisme et tout. Et moi personnellement, je m'attendais à voir ce qu'on a vu hier, qu'il y ait ce monde, cette foule autour de lui, au domicile, aller chez Dame Amoussou. On devrait s'attendre à ça, mais ne pas aller à la présidence de la République, où l'actuel président Talon a tout mis en œuvre pour l'accueillir, et qu'une nouvelle page s'ouvre pour le Bénin, ou pour le Bénin, que la population soit vraiment rassurée et calme. Y a-t-il quelqu'un qui refuse la paix?
Ben, ça dépend de ce que vous mettez dans la paix. Ça dépend de ce que... D'ailleurs, la paix, c'est la paix. Donc, personne ne peut vouloir... De toute façon, on est en paix. À moins qu'on ne soit pas dans le même pays. Je pense qu'on est en paix. Il n'y a pas d'autre paix supérieure à aller gagner. On parle peut-être pour comprendre ce que vous posez comme question, c'est vrai qu'il y a le rétroviseur encore braqué sur les événements qui sont arrivés en mai, juin, en avril, mai, juin passé. D'accord, mais encore une fois, il y a un dialogue politique national, des lois qui ont été votées pour solder tout ce qui s'est passé pendant cette période. Il y a des prisonniers qui ont été libérés. Il y a un certain consensus qui s'est dégagé autour de la nécessité d'amender certaines parties de notre Constitution. On est maintenant projeté vers d'autres rendez-vous politiques. L'architecture le Parlement actuellement est en train de... parce qu'avec aujourd'hui l'examen pour pouvoir aboutir à un statut de l'opposition, un statut en voie de réforme, oui, justement, se réfère quand même à... Voilà, ce sont des rendez-vous autrement plus importants parce que ça participe aussi le fait que le leader de l'opposition soit reconnu participe de la consolidation de notre architecture démocratique. Je pense qu'aucun opposant ne cracherait dessus. C'est une ancienne réclamation des hommes politiques qui va être forcément matérialisée d'ici peu. Donc il y a des sujets autrement plus importants. Je ne dis pas que la symbolique de ce qu'aurait été cette rencontre hier n'allait pas enthousiasmer au-delà tout le pays entier, mais ce que je peux dire, c'est que la main du chef de l'État est tendue. Il a réaffirmé plusieurs fois, il a réaffirmé en Mondovision lors de son entretien d'il y a quelques semaines. Donc je pense que la main reste toujours tendue. Maintenant, on ne peut pas se prémunir de la prochaine étape de ce que le président Yahya Boni nous réserve. Ça, c'est pour la petite blague. Mais je pense quand même que nous sommes dans j'insiste là-dessus, nous sommes dans une autre séquence. La CEDEAO a son agenda, il y a des directives, je ne pense pas, c'est un problème de négociation, il n'y a pas de négociation, il y a des prises de langue, on parle autour pour essayer de voir, pour essayer quand même de régler une bonne fois pour toutes au niveau régional, parce que il ne faut pas oublier que on peut dire qu'au niveau intérieur, cette question a déjà été réglée, mais étant donné que la CEDEAO a été impliquée dans ce processus depuis juin, je crois, après les élections. L'opposition a fait un appel à la CEDEAO. La CEDEAO a statué une fois, donc il fallait que la CEDEAO aille au bout de ce processus. Donc ce sont des étapes institutionnelles. On y est, donc ça va finir, et puis on aura le temps de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour le devenir des Béninois. On parle, vous savez, il y a des questions actuelles. Se concentrer déjà, mis à part le développement, il y a les échéances quand même de 2020 qui nous attendent, les municipales, communales et locales. Oui, bien sûr, et c'est important. Et là, c'est là la grande question, parce que c'est à cela on devrait penser désormais tout ce qui est, c'est-à-dire fait table rase du passé. Il faut, les tests sont là, on a tout qu'on a voté, et il faut falloir travailler. Le président Boni Yayi, pour ma part, en rentrant au pays, tel qu'a annoncé, c'était pour travailler dans ce sens avec remobiliser ces éléments, sa troupe, et travailler à la base pour que 2020, qu'on les voit sur le terrain. Parce qu'il y a quand même, il y a tout de même des enjeux en ce qui concerne n'importe quel parti politique. Il y a des enjeux aujourd'hui. Quand on se réfère tout de même quand on se réfère au nouveau code électoral où vous êtes appelé à avoir, en tout cas, ça c'est 2021, il faut avoir 16 élus, députés et ou maires.
Oui. Et ça se prépare maintenant. Ça se prépare, puisqu'on a si vous n'avez pas de maire, vous ne pouvez pas espérer présenter quelqu'un, c'est-à-dire parrainer quelqu'un. Et donc, c'est là, normalement, tout doit se reposer là, c'est-à-dire commencer par travailler, recentrer les débats au sein de sa base, remobiliser sa troupe, travailler avec la base pour que vraiment, il faut qu'ils y ait gain de cause. Peut-être que c'est une stratégie, c'est la stratégie qui est adoptée, qui a commencé hier. Peut-être. Est-ce la bonne stratégie, comme le disent les Anglais, that's the question. Là, moi, je ne pense pas que cela soit la bonne stratégie parce qu'on a besoin du calme dans le pays. La classe politique a besoin de penser à l'avenir, à ce qui va se passer, parce qu'il y a les jours à venir, les tests sont votés, des tests qui donnent une nouvelle notoriété à notre pays. Il va falloir travailler dans ce sens plutôt que soit dans des élucubrations ou bien penser au passé, ruminer le passé. Non. Est-ce que c'est la stratégie qui ont déjà commencé? Parce que 2020, 2021 également n'est pas loin. Non, de toute façon, on est en politique, donc il n'est pas étonnant que voilà, l'un ou l'autre camp, que telle ou telle personnalité se lance déjà dans une stratégie donnée. Mais je pense que la stratégie qui consiste à se mettre en marge de l'ordre normal des choses amène parfois dans l'impasse. Et quand on est au bout de l'impasse, on a souvent plus que la stratégie, ce qu'on appelle en géopolitique la stratégie de la tension pour avoir gain de cause. Mais tout ce qu'on a connu ces derniers mois ont montré que la stratégie de la tension peut nous amener dans le décor. La stratégie de la tension s'est avérée au final inopérante. On en est là parce que pour tous ceux qui ont choisi l'impasse et ont choisi en griffe de foutre, permettez-moi l'expression, de foutre le bordel dans ce qui avait de plus normal dans notre pays, les faits, la finalité a démontré que c'est une stratégie vaine et tout à fait inopérante et qu'il faut plutôt aller tenir toujours actuelle et opérante la stratégie de la discussion, des conciliabules et ainsi de suite. Et c'est l'exemple du grand dialogue politique national qui a permis de solder un peu les difficultés que nous avons connues. Et de toute façon, quand on parle du président Yahya Boni, c'est vrai qu'on parle de FCBE. Il y a le FCBE, le FCBE qui est le parti FCBE légalement reconnu, qui est tout à fait pragmatique et qui sait que pour un parti politique, c'est la conquête du pouvoir qui importe et qui s'est déjà mis en ordre de marche pour les prochaines communales parce que ça conditionne énormément ce qui va suivre ensuite. Donc pour le reste, qu'un leader se mette en marge de cette machine et de cette dynamique, c'est un choix personnel. Encore une fois, c'est ce que j'essaie de dire depuis le début. On est dans un choix purement personnel. On verra jusqu'où ça va nous mener. Mais en attendant, on a des questions sérieuses. On parlait d'euphorie, on parlait de bain de foule, mais je pense qu'il y a des questions plus sérieuses qui ont fait déjà, je pense que plus personne ne parle, on en parle encore aujourd'hui, mais il y a d'autres questions autrement plus sérieuses qui taraudent l'esprit et l'intérêt de tous les Béninois, de quel bord qu'il soit. Donc on est passé déjà à autre chose. En tout cas, en attendant, c'est vrai que c'est quelques bribes que nous avons reçues après ce point fait donc au président nigérien. Certainement, nous aurons tout le rapport. Voilà. Et en son temps, on en discutera. Nous allons parler de cette actualité concernant le Bénin. Le Bénin qui redevient membre du conseil exécutif de l'UNESCO après 10 ans. 10 ans d'absence. Oui, 10 ans d'absence au sein du conseil exécutif de l'UNESCO, c'était beaucoup au regard de tout ce que le Bénin a comme intelligentsia, au regard de tout ce que le Bénin fait dans le domaine de l'éducation, c'est quand même énorme. Et qu'aujourd'hui, avec tous les efforts consentis jusque-là et qu'on trouve aujourd'hui, c'est-à-dire que le Bénin reprenne sa place, je crois que c'est de bonne guerre et il va falloir c'est-à-dire travailler pour toujours maintenir
maintenir notre place, parce que, comme on le dit par le passé, le Bénin, le Dahomey, si vous dites le Bénin, est quand même le quartier latin de l'Afrique. Et ce quartier de l'Afrique, nous l'avons prouvé dans plusieurs domaines, à plusieurs égards. Et qu'on soit absent pendant 10 ans, qu'aujourd'hui et qu'on revienne, je crois que c'est la meilleure des choses. Et nous allons souhaiter y rester et travailler dans ce sens. Est-ce que c'est un succès diplomatique qui nous a permis cela, ou c'est quoi concrètement? Parce que là, quand même, on était absent pendant 10 ans. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2016, à un haut niveau diplomatique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République a donné de sa personne pour faire lui notre statut au sein de cette organisation par le sujet des biens de nos biens, du rapatriement de nos biens culturels, par le sujet de l'éducation. S'il y a 2 ou 3 fronts sur lesquels notre pays a été vraiment très offensif avec le ministre des Affaires étrangères, on a beaucoup parlé du tourisme, donc le Bénin s'est très vite singularisé par une politique pragmatique qui a très vite étonné, parce que ce qui caractérisait par rapport à tout ce qui a été exposé, je me rappelle à Paris, je pense que c'était une réunion en Paris où le président, non seulement le ministre des Affaires étrangères, le président de la République qui a eu à faire un exposé sur le sujet des biens culturels. Je pense qu'il y a eu un changement de paradigme qui a entraîné dans son sillage beaucoup de pays subsahariens. On a eu un rapport ensuite d'intellectuels sénégalais et français sur ce sujet des biens culturels. Donc le Bénin s'est très vite affiché en tête de file de ce sujet épineux qui devrait aboutir à redorer le blason, à nous faire retrouver simplement nos droits et par rapport à tout ce qui est comme tout ce que nous avons comme patrimoine immatériel. Donc de ce fait, on a diplomatiquement acquis une stature qu'on vient tout bonnement, tout simplement de rentabiliser. Je pense que ça ne vient pas ce n'est pas un hasard. Si vous prenez un peu de recul sur tout ce que le Bénin a pris comme initiative depuis 2016, ce n'est que justice que nous soyons revenus dans ce cénacle si important. Nous sommes redevenus lisibles. On est en train de parler d'élections. Oui, justement. Et le Bénin a eu tout de même 155 voix. Exactement, non, c'est ce que je dis. Il y a eu une offensive diplomatique, il y a une lisibilité dans ce que nous avons comme programme. Étant par rapport à la taille de notre pays, beaucoup ne s'y attendaient pas vraiment. Il y a eu un pragmatisme. Prendre la tête, être tête de file de cette question épineuse, très glissante politiquement des biens culturels, du rapatriement des biens culturels, je pense qu'il y a très peu de pays, on a beaucoup de grands pays qui pourraient prendre l'initiative, mais venant d'un pays comme le nôtre, ça a étonné d'abord, ça a convaincu, et après, je pense qu'il y a eu, ça fait école, il y a eu beaucoup, ensuite ça a entraîné de l'admiration. Donc, sur la scène diplomatique, on ne récolte que ce qu'on a semé depuis 2016. En fait, cette défense ou cette initiative du Bénin de pouvoir convaincre la France pour le rapatriement de ces biens culturels a quelque chose à avoir dans cette élection? Si vous n'êtes pas visible, vous ne pouvez pas vous faire élire. C'est mathématique. Si vous n'êtes pas visible, vous ne pouvez pas vous faire élire. Mais le tout ne s'agit pas d'être visible. Il faut avoir du contenu, il faut avoir un projet. La façon dont ce dossier a été défendu, déjà initié, parce que ce n'est pas comme si le Bénin s'était assuré d'avoir l'adhésion de certains pays pour y aller. Le Bénin a pris l'initiative, déjà par rapport à son programme d'action. On veut développer le tourisme et on considère que nos biens immatériaux sont le cœur de ce qu'on peut vendre et de ce qu'on peut rentabiliser. De ce fait, on a bâti un projet autour. Qu'il faut vendre aux investisseurs, mais qu'il faut porter au-delà de notre pays pour démontrer que voilà, notre pays a telle et telle autre potentialité et que c'était une injustice
que nous nous ayons été dépouillés de nos biens pendant toute cette période, qu'il va falloir se résoudre à aller dans une dynamique de rétrocession de ces biens. C'était courageux. Beaucoup, je pense que ce sont des questions casse-gueule. On y est allé franchement, parce qu'on n'est pas allé voilà comme ça par hasard. Le président de la République lui-même s'est affiché, s'est mis au premier plan et est allé, comme on dirait l'autre Franco, et a exposé sa vision des choses. Ça fait boule de neige. Beaucoup ont eu un peu peur. Est-ce qu'on ne va pas se mettre la puissance coloniale à dos? Fort heureusement, on a vu quand même que la puissance coloniale aussi s'est montrée pragmatique. Ça a posé d'autres questions au niveau de l'Union européenne pour savoir si, parce que quand un pays le demande, il faut savoir que on a tous vécu la colonisation, tous les autres pays vont s'y engouffrer. Le Burkina Faso pourrait demander. Au-delà du Burkina Faso, c'est un débat même dans le monde anglo-saxon. Je pense que, je ne sais pas que je pense, il y a eu ce débat à l'Assemblée nationale anglaise, les intellectuels s'en sont saisis. C'est un débat qui est devenu continental parce que c'est une question qui pourrait, étant donné le passé colonial de tous ces grands pays, c'est une question qui devrait tôt ou tard les intéresser. Parce que l'argent n'est pas loin. L'argent n'est pas loin de ces questions. On constate tout de même qu'il y avait un certain nombre de succès diplomatiques quand on se réfère tout de même à ce que le Bénin a pu avoir. Nous parlons de Confégès par exemple, les ministres en charge des sports, où le Bénin assure tout de même le premier rôle. Nous prenons Confémen, par exemple, la conférence des ministres des enseignements maternels et primaires, de l'éducation nationale, et vous prenez d'autres également. Quand on prend aussi tout ce qui touche aux aspects numériques dans l'espace francophone, il y a le Bénin. Est-ce que tous ces aspects, et sans oublier nos patrimoines qui sont reconnus par l'UNESCO, est-ce que tout ça a contribué à ce que nous avons aujourd'hui? Oui, absolument, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est depuis 2016, l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir, avec cette dynamique diplomatique qui est imprimée au pays. C'est tout ça regroupé qui a certainement permis au Bénin de retrouver sa place. Parce que depuis ce temps, vous allez constater que Cotonou, sinon le Bénin, est devenu l'épicentre de ces grandes rencontres de la sous-région et mondiale. La dernière fois, vous avez parlé du numérique. La dernière fois, il y a eu une grande rencontre du numérique que je me souviens plus, je n'ai plus très exactement l'intitulé de cette rencontre, mais il y a eu de très grandes rencontres ici à Cotonou et au Bénin, et que le Bénin assume certaines responsabilités, certaines présidences. Le premier rôle, comme vous l'avez dit, c'est d'ailleurs ça. C'est courageux de réclamer tout ce qui était pour le pays, tout ce qui relève du patrimoine culturel du pays. C'est très audacieux et tout le monde, François l'a dit tout à l'heure, ça a créé une trouille pas possible au sein mais être membre du conseil exécutif de l'UNESCO, quelle est la portée pour le Bénin? Qu'est-ce que cela changera? Ça c'est une visibilité qui dit pas son nom. Si on doit rassembler toutes c'est-à-dire tout ce qui se fait sur le plan culturel, tout sur le plan éducatif, avec les actions qui sont menées sur le plan culturel, touristique, etc., numérique, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble et ça donnerait beaucoup plus de visibilité au Bénin. Le Bénin cela permettra au Bénin d'être plus présent dans les arènes politiques internationales, pourra parler vaillamment. Je crois que le Bénin gagnerait beaucoup une visibilité qui accorderait en tout cas la place qu'il faut à cette dynamique diplomatique que le président de la République et tout son gouvernement impriment au pays. Très bien. On parle de conseil exécutif de l'UNESCO, c'est comme un conseil d'administration, 58 membres et comme cela. Qu'est-ce que cela changerait? Quelle portée? Déjà, on y prend des décisions. Donc, si on y prend des décisions, ça veut dire que notre voix compte plus qu'avant. Et derrière nous, il y a beaucoup de pays qui vont, disons,
compter sur nous pour porter leur voix. Donc autant c'est une très bonne nouvelle, autant c'est une exigence, c'est une demande d'exigence nouvelle pour cette responsabilité qui nous échoit. Et au-delà, il ne faut pas oublier que l'UNESCO, beaucoup ne le sous-estiment parfois, c'est un milieu aussi diplomatique où les batailles diplomatiques sont sans commune mesure qu'ailleurs. Je pense que ce n'est pas, parfois on parle de l'ONU, on parle d'autres grands cénacles où les batailles sont beaucoup plus vigoureuses. L'UNESCO aussi, parce qu'il y a des questions de fond qui affleurent parfois et qui demandent et qui vous imposent de choisir votre camp. Mais au-delà de tout ça, il y a, comment je vais dire, il y a qu'aujourd'hui notre pays peut plus qu'avant bénéficier de beaucoup de programmes, parce que vous êtes à un niveau de décision inédit. Moi je connais pour le programme d'action du gouvernement, le secteur touristique, tout ce qui est immatériel. Moi je connais beaucoup de pays sur le continent qui ont financé, pas plus tard que la semaine passée, on parlait de la fête de la Gani, où le gouvernement a promis de réfectionner les palais royaux, à commencer par le palais de Niki, ainsi de suite. Le gouvernement a pris un engagement ferme. Aujourd'hui, il y a plein de pays qui ont eu un grand patrimoine historique et qui ont fait réfectionner et qui font encore réfectionner leur site touristique sur des fonds de l'UNESCO. Parce que l'UNESCO, c'est l'éducation, la culture, les sciences, ainsi de suite. Il y a beaucoup de budget. Et à un moment, c'est presque... Pourquoi je dis que, sans vouloir être dithyrambique, nous n'avons pas été capables pendant des années de présenter ne serait-ce qu'un seul dossier pour aller à la quête de ces fonds qui sont disponibles et qui aurait pu nous permettre d'avoir des musées, de remettre sur pied tous nos palais, toute notre architecture historique dont une grande partie est en ruine, alors que ces fonds sont disponibles. Je pense que la première fois que ça s'est fait très très sérieusement, c'est après 2016. Ça dénote simplement d'un manque de sérieux. On ne va pas jeter la pierre, on va encore refaire l'histoire. Aujourd'hui, on fait les choses plus sérieusement, et je pense que c'est toute cette rigueur et toute cette rigueur et surtout ce pragmatisme. Quand vous entendez le gouvernement à ce moment-là exposer ce qu'il avait comme vision, on peut aimer ou pas, on peut être d'accord ou pas, mais le président de la République très clairement sait là où il va. Et quand vous allez dans ce genre de milieu, dans cette exposition, et quelle que soit la taille de votre pays, surtout un pays comme le nôtre, où vous dites, voilà, c'est ce à quoi j'aspire, c'est comme ça que je pense que les choses devraient aller. Pour le bien immatériaux, je pense que c'est une affaire de justice, que ça revienne dans nos musées. Il y a une économie à développer derrière. Donc je pense que les signaux étaient tracés, et aujourd'hui, encore une fois, ce n'est que la récompense de ce qu'on a semé ces 3 dernières années. Et maintenant, je pense que il y a encore beaucoup de batailles à gagner au niveau de l'UNESCO, porter la voix des pays qui nous ont fait confiance, et aussi essayer de déblayer le terrain pour faire financer ce que tous nos programmes les plus ambitieux dans le secteur du tourisme et de l'éducation. Le plus gros enjeu, c'est bien d'être au sein du conseil exécutif. Oui. Si nous l'avons perdu pendant 10 ans, c'est que bon, on peut encore le perdre si nous ne travaillons pas à y rester. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, il va falloir travailler, et le programme d'action du gouvernement est assez pointu là-dessus pour qu'on retrouve, en tout cas, notre marque, les marques du Bénin, un Bénin révélé. Ça c'est clair. Nous devons travailler dans ce sens pour maintenir cette place et porter, normalement, et bien la voix de tous ceux-là qui nous ont supportés, parce qu'ils ont jugé, ils ont jugé capables de porter leur voix, jugé capables de, puisque nous portons d'abord notre voix, c'est pourquoi nous portons la voix des autres, puisque nous portons la nôtre excellemment bien, et voilà. Très bien, merci beaucoup Théodule Moussa, merci François-Xavier Noumon. En tout cas, portons notre voix d'abord et portons la voix des autres après.
Excusez du peu, hein, je ne suis pas égoïste. Bon, nous pouvons faire les deux en même temps. Quand on parle de biens culturels, on peut porter la voix de tout le monde en même temps.